Bonjour à vous. Alors là, nous avons, une fois n'est pas coutume, l'honneur et l'immense plaisir de recevoir le général Henri Roure, qui était déjà passé sur Réinformation sur le monde et qui nous avait éclairé sur bien des points quant à la guerre en Ukraine, avec un côté historique vraiment très appréciable. Là maintenant, nous allons parler d'une peut-être future guerre, même si elle est improbable, mais quand même potentielle, entre les États-Unis et la Chine. Les tensions augmentent de plus en plus. La Chine fait de plus en plus d'exercices militaires massifs autour de Taïwan et bien évidemment, on en parle surtout dans les journaux américains, les fameuses barges géantes de débarquement chinoises qui sont en train d'être mises en place. Alors maintenant, est-ce que ça ira plus loin et qu'ils vont vraiment les utiliser? Ça, on ne le saura pas, parce que évidemment tout ça, ce ne sont que des préparatifs. En tous les cas, nous allons voir avec le général Henri Roure ce qu'il en est des tensions entre les États-Unis et la Chine, le potentiel militaire des États-Unis et de la Chine, et s'il y a guerre, en espérant qu'on n'en vienne jamais là, est-ce que les États-Unis vont pouvoir gagner facilement, ou est-ce l'inverse? Sera-ce la Chine qui gagnera facilement, étant donné qu'ils n'arrêtent pas d'augmenter leurs forces militaires autour de Taïwan et même sur le continent chinois? Ils ne cessent d'investir toujours plus. Bref, voilà, nous allons voir tout cela avec le général Henri Roure. Donc, mon général, tout d'abord, merci infiniment de participer à cet entretien sur Réinformation sur le monde. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Alors, je sais que vous êtes aussi écrivain et que vous avez sorti un dernier livre qui pourrait intéresser, pourquoi pas, nos auditeurs. Donc peut-être avez-vous le livre afin que nos auditeurs puissent jeter un œil. Oui, bonjour cher ami, ça me fait plaisir évidemment d'être une fois encore invité par vous et de m'adresser à vos auditeurs. Alors effectivement, j'ai écrit un livre qui est la suite d'une certaine manière de Dieu n'a pas béni l'Amérique, où j'abordais tous les problèmes des États-Unis et évidemment les difficultés que ce pays était amené à rencontrer et qu'il rencontre de fait avec la révolution actuelle que nous connaissons avec Donald Trump. J'ai écrit une suite, cette fois-ci, ça concerne la France et l'Europe. Et si le premier s'appelait Dieu n'a pas béni l'Amérique, celui que je viens de publier s'appelle Dieu toujours heureux en France. Le voilà. Le voilà. Dieu toujours heureux en France avec un point d'interrogation. En fait, Très je me bien. suis Et inspiré d'une phrase allemande où il est dit Glücklich wie Gott in Frankreich. Est-ce que Dieu est heureux en France? C'est cette phrase allemande qui m'a inspiré pour le titre. Bon, et évidemment, je fais un développement et j'aborde à la fin de cet ouvrage les conditions qui permettront, si elles sont suivies, à la France d'accueillir Dieu. très bien. Selon la formule Et de par mon le voisin plus grand allemand. des hasards, auriez-vous votre premier livre sous la main? Le livre. Malheureusement, non, je ne l'ai Ah, pas sous la dommage. main. C'est dommage, effectivement. Mais c'est le titre, je le répète, c'est Dieu n'a pas béni l'Amérique. Et ouais, c'est là aussi inspiré d'une phrase, hein, God bless America. Et Bien sûr, évidemment, je démontre que Dieu n'a pas béni l'Amérique et que c'est l'Amérique est en vrai, train c'est de vrai, se. Et là, c'est peut-être une transition avec notre sujet d'aujourd'hui tout à que fait, les États-Unis sont dans une passe extrêmement difficile et tout qu'ils à ne fait. sont plus en mesure de diriger un monde unipolaire et que ce que le président Trump est en train de susciter
Mais à ma foi, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement s'ils voulaient maintenir une certaine importance, une certaine puissance aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est ce que vous dites, je ne peux qu'y adhérer totalement. Je suis passé hier, moi, sur GPTV et je parlais justement de cet effondrement de l'Amérique. Bon, moi, je parlais du complexe militaro-industriel, mais bon, ça marche pour tout, à toutes les strates de la société. Donc, en tous les cas, moi, je suis complètement d'accord avec vous sur cela. Donc, ce qui m'amène à la question, là, vous avez vu, comme nous tous, cette tension grandissante entre les États-Unis et la Chine. Quant à ce qu'il se passe à Taïwan, pensez-vous, mon général, que cela peut vraiment envenimer jusqu'à atteindre une véritable guerre, ou pensez-vous que tout ça est extrêmement improbable malgré les frasques et les changements d'humeur de Donald Trump? Alors, il y a dans cette affaire énormément de dialectique, parce qu'une guerre, vous vous rendez bien compte que quand on regarde une carte, les États-Unis sont éloignés de la Chine par l'océan Pacifique, et une guerre, à un moment ou à un autre, ne peut être que terrestre. Alors, je ne vois pas, en dehors d'un débarquement, mais un débarquement de troupes américaines sur le continent chinois, c'est une absurdité, c'est illusoire, c'est totalement impensable. Ça aurait pu se faire, enfin, il aurait pu y avoir une action de ce type si on était resté sous le régime antérieur aux États-Unis, c'est-à-dire en poursuivant la volonté de dislocation de la Russie. La Russie en plusieurs États qui auraient été des protectorats états-uniens. Du coup, il y aurait eu une frontière terrestre ou quasiment une frontière entre la Chine et les protectorats états-uniens, et donc des combats au sol auraient pu se développer. Mais une guerre a pour vocation d'amener l'adversaire à récipiscence. Donc, je vois mal comment, par une guerre ouverte, qui très vraisemblablement déboucherait sur du nucléaire, pourrait s'instaurer entre les États-Unis et la Chine. Alors, il y a bien d'autres moyens de faire la guerre aujourd'hui et d'amener, de mettre à genoux un adversaire désigné. D'abord, c'est vrai que la Chine est aujourd'hui, et elle l'était déjà hier, l'adversaire des États-Unis. L'affaire ukrainienne, je reviens un peu en arrière, avait pour vocation de battre la Russie et de faire ce que je viens de dire à propos de la dislocation de ce pays. C'était très, très risqué, très incertain, et je pense que M. Trump a parfaitement raison quand il vise à régler cette affaire ukrainienne. Pourquoi? Tout simplement parce que en continuant cette guerre, il rapprochait de plus en plus la Chine de la Russie. Et là, ça devenait un morceau énorme. Énorme pour la puissance états-unienne et l'Occident, si on admet que l'OTAN serait impliquée dans un conflit éventuel. Donc, éliminer la menace de cette alliance. Je souligne que la Chine n'a aucun allié, mais ce rapprochement qui aurait pu être militaire entre la Russie et la Chine. L'éliminer, c'est isoler d'une certaine manière la menace militaire chinoise. Alors, quand on regarde au plan opérationnel, on voit bien qu'une action terrestre, à part passer par la Corée, mais c'est absurde, c'est quasiment impossible. Donc, la guerre ouverte, ça n'a pas, à mon sens, un grand intérêt. Pardonnez-moi, mon général, si vous me permettez, mais est-ce que cette guerre pourrait se faire à l'image de ce qui se passe en Ukraine? C'est-à-dire qu'on passe par le truchement de Taïwan,
qu'il y ait un débarquement des forces américaines à Taïwan et que ça se fasse à partir de Taïwan, de manière hypocrite, comme a l'habitude de faire l'OTAN, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Alors, bon, je poursuis un peu pour répondre à votre question. Donc, la guerre telle qu'elle va se produire sera à la fois économique et, et également une guerre d'information et une guerre de contrôle, une contrôle de tout ce qui est à la périphérie de la Chine. Alors, il y a pas vous parliez tout à l'heure des barges de débarquement que les Chinois étaient en train de construire. Il faut savoir que les Chinois ont parfaitement compris que la menace serait maritime, serait dans les axes commerciaux. Et la flotte chinoise devrait compter d'ici la fin 2030 435 navires de ligne. Actuellement, ils sont à peu près à 340. Et leur objectif est de rivaliser avec la marine états-unienne d'ici à 2049. Alors, ça fait loin, bien évidemment, tout ça. Mais les Chinois ont le temps devant eux. Ils ont eu un très lointain passé et puis ils pensent avoir un très long avenir. Pour info, nous, notre marine, à nous Français, c'est à peu près 180 navires de guerre. Donc, on voit les rapports. Alors, pourquoi? Ben, évidemment, les Chinois, quel est leur objectif d'abord, avant de parler des États-Unis? Leur objectif, c'est de contrôler la mer de Chine. Si vous regardez une carte, vous voyez bien que Taïwan, c'est cette espèce de verrou ou de verrue qui existe et qui empêche la Chine d'être totalement maîtresse de ce qui s'appelle d'ailleurs la mer de Chine. C'est une sorte de Méditerranée et dès la Seconde Guerre mondiale, les Chinois ont émis cette idée à partir d'un plan qu'ils ont appelé la langue de buffle, avec 8 directions, ces directions qui leur permettent de contrôler cette mer, qu'ils considèrent comme la leur. Alors, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'en face, il y a un adversaire. Le but étant évidemment de faire tomber Taïwan. Je précise à propos de Taïwan que c'est une île qui est séparée du continent, non pas depuis la défaite de Chiang Kai-shek, mais depuis bien avant, lorsque à la fin du 19e siècle, les Japonais ont occupé cette île. Donc ça fait plus de 130 ans que Taïwan est séparé du continent. Je précise aussi qu'aussi bien les Taïwanais que les Chinois du continent sont sur la même idée de réunification. Bon, il y a derrière la volonté des uns et des autres des différences, évidemment. Le système chinois continental n'étant pas du tout dans la culture, parce que désormais il y a une culture taïwanaise, n'étant pas du tout dans la culture taïwanaise qui a évolué vers la démocratie. Il n'empêche, bon, Taïwan, c'est le nœud du problème. C'est le nœud du problème. Alors, bon, c'est les manœuvres actuelles, et elles sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus importante, vise à faire fléchir Taïwan, à montrer, c'est de la dissuasion, ce qui est recherché, c'est un effet d'angoisse sur la terre taïwanaise, de telle manière que les Taïwanais finissent par abandonner. Derrière Taïwan, il y a bien évidemment les États-Unis. Alors quel est l'intérêt des États-Unis à Taïwan? Finalement, Taïwan pourrait être chinoise. Quelle importance? Quelle importance? Eh bien, il y en a quand même au moins une, c'est que
Taïwan s'est développé dans des domaines de pointe. Vous connaissez l'entreprise TSMC Oui. qui fabrique des puces de très haute qualité et ce sont quasiment les seuls, avec les Sud-Coréens, à être capables de faire ces puces, ces semi-conducteurs à ce niveau de précision. Évidemment, les États-Unis ont vu la menace et ils ont demandé à ce que TSMC crée une entreprise, enfin une succursale de mémoire, c'est en Arizona, hein, sous toute réserve. Bon, cela dit, il y a un problème sur lequel on pourra revenir, c'est qu'aux États-Unis, on n'a plus la main-d'œuvre capable de produire ou de travailler sur des sujets industriels aussi complexes, aussi précis. Les Chinois également ont fait la même évolution. Ils sont prudents, hein, comme les Américains. Les Chinois sont prudents. Ils ont brutalement rompu avec l'importation de ces semi-conducteurs. Et ils sont en train de créer une structure nationale. La Chine a investi massivement dans la création de puces et ils préparent l'avenir. Ils arrivent aujourd'hui à produire des semi-conducteurs de 7 nanomètres, hein, ce qui est pas mal. Alors voilà, donc en face, vous avez la volonté de la Chine de récupérer Taïwan, et de l'autre côté, vous avez une ambition de protéger une ressource. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout, évidemment. Il y a deux superpuissances, et vous avez évidemment entendu parler du fameux piège du Thucydide, hein, quand un empire se crée, il conteste inévitablement l'empire en place. C'est la logique de puissance. Et la Chine ambitionne d'être dans les décennies à venir, hein, la première puissance mondiale. Bon, alors, cette guerre dont vous parliez, je ne pense pas qu'elle se fasse avec des chars, avec des avions, encore qu'on puisse penser que la Corée du Sud et quelques velléités de reconquête de la Corée du Nord, mais là, ça serait de toute façon voué à l'échec. La guerre va se faire tout autrement. Elle va se faire au plan financier. On a déjà entrevu la fin du dollar, la dédollarisation du monde. La Chine est pilote ou copilote avec la Russie les BRICS. Et les BRICS, c'est pas rien, hein. Les BRICS, c'est un certain nombre de pays qui échappent au contrôle des États-Unis, qui échappent de plus en plus au contrôle des États-Unis. Ils ont 50% de la production mondiale de blé et de riz. Hein. Alors ça, c'est pas neutre. Ils ont 15% des réserves d'or. Et si le dollar fléchit, il se pourrait que nous revenions progressivement ou de manière brutale, hein, à l'étalon or. Et ils évoluent dans tous les domaines jusqu'à représenter un très fort pourcentage, plus de la moitié du PIB mondial. Alors, et il représente 75% de la population mondiale, avec une superficie considérable. Donc il y a cette volonté de mener une guerre économique, une guerre monétaire. Le système d'échange créé par les États-Unis qui leur permet toutes sortes de dérives, de contrôle de capitaux, qui leur permet d'appliquer, par exemple, les lois extraterritoriales. Le système d'échange de capitaux SWIFT est contesté aujourd'hui. Il est contesté, les Russes et les Chinois
ont créé leur propre système, le SPSF, qui permet des échanges de capitaux comme le SWIFT le permet. Et donc toujours dans le contexte de la dédollarisation, maintenant les échanges se font avec les monnaies nationales, les monnaies locales. Vous vous rendez compte, un pays comme l'Arabie Saoudite, qui était extrêmement lié depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et les accords de Quincy avec les États-Unis, maintenant, et donc ne négocier qu'en dollars, les pétrodollars, a accepté d'échanger avec les pays BRICS en monnaie nationale, en yuan ou renminbi, hein, ça dépend le nom que vous voulez donner, hein, ou en rouble ou dans toute autre monnaie. Donc il y a cette guerre et quand on voit la situation interne des États-Unis, on peut être inquiet, si on est américain, on peut être inquiet de l'avenir, parce que la rétraction du dollar va avoir inévitablement des conséquences à l'intérieur du pays qui est pas en grande forme, hein, contrairement à ce que certains peuvent imaginer. Donc la guerre, je ne la vois pas sous la forme, j'allais dire militaire, mais c'est un peu ça. Il y aura de la provocation, c'est certain, mais compte tenu des conséquences que ce type de guerre pourrait avoir et des difficultés à la mener, elle peut être maritime, c'est sûr, mais elle ne peut pas être terrestre. Comment voulez-vous contrôler un pays qui fait 1,4 milliard d'habitants? C'est impossible. Si je puis intervenir là, si on se base de ce qui se passe en Ukraine et est-ce qu'on pourrait le transposer avec Taïwan, comme je le disais dans ma première question, c'est-à-dire une bataille hypocrite, par exemple, les États-Unis et l'OTAN sont là pour défendre Taïwan et non pas pour attaquer la Chine. C'est ce qui se passe en Ukraine avec l'intervention des fous allemands, anglais, français, norvégiens, qui sont à fond derrière les États-Unis, mais pour défendre Taïwan, si vous voyez ce que je veux dire, et non pas pour attaquer directement la Chine, comme l'OTAN se le refuse à faire avec la Russie. Première remarque, hein, Taïwan n'est pas reconnu comme un État. Seule la Chine est un État. D'ailleurs, les relations, lorsque la France, sous le général de Gaulle, puis après les États-Unis, ont reconnu la Chine continentale comme seul État pouvant être représenté à l'ONU, le siège permanent au Conseil de sécurité a été abandonné par la Chine de Taïwan, la Chine insulaire, hein, et c'est la Chine de Pékin qui a remplacé donc la Chine nationaliste. Donc Taïwan n'est pas représenté à l'ONU. Il y a quand même des relations, vous le savez très bien. Le Sénat américain a voté un texte qui oblige d'une certaine manière les États-Unis à aider Taïwan. Maintenant, donc la comparaison avec l'Ukraine est très, très difficile. L'Ukraine, c'était un pays souverain dont l'indépendance avait été octroyée par la Russie, hein, il faut s'en souvenir. Mais c'était un pays souverain. Donc soutenir un pays souverain au prétexte d'une attaque, même si c'est une manipulation, hein, évidemment, il y avait quelque part une logique. Mais là, il n'y a pas d'alliance avec Taïwan, il ne peut pas y en avoir. Donc ça serait extrêmement difficile. Et puis si il prenait par hasard l'envie à Keir Starmer, à Macron et à quelques autres d'aller sur le terrain
de Taïwan, je suis à peu près persuadé que face à l'armée continentale, l'armée chinoise, bah, il ne ferait pas le poids. Hein. C'est Avec les considérable. États-Unis, bien sûr, hein, ils Avec n'iront les pas tout seuls. États-Unis, Hein. mais là, on rentrerait dans cette hypothèse que je récuse de combat au sol. C'est à mon avis pas peu vraisemblable. En revanche, il est vrai qu'il y a des accords entre l'OTAN et un certain nombre de pays de la périphérie de la Chine, avec le Japon notamment, hein, mais pas seulement, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, pour protéger ces États d'une agression éventuelle chinoise. Il est peu vraisemblable que la Chine, qui a d'autres préoccupations, s'en prenne aujourd'hui au Japon, parce que là aussi, ça serait un casus belli. Mais cette fois-ci, il y aurait un terrain où les affrontements pourraient se faire. Les États-Unis ont d'ailleurs renforcé Okinawa. Ils ont à peu près 50 000 hommes au Japon et la moitié à Okinawa. Donc il y a, ce que je disais au début de mon propos, il y a une dialectique. Mais dans cette affaire, et je crois que c'est un peu l'objet de votre question, je suis à peu près convaincu que les États-Unis sont en position de faiblesse. Ils Oui. ne peuvent pas mener autre chose que, ils ne peuvent être dans une autre situation qu'une situation défensive. Ouais, je Parce que suis d'accord. qui est menée n'est pas une guerre militaire, mais c'est une guerre dans des domaines où ils sont devenus extrêmement vulnérables. Hein. Je parlais de la monnaie, hein, évidemment, le dollar. Ça, maintenant, tout le monde sait que le dollar est une monnaie devenue fragile, hein, parce que c'est une émission qui repose sur du vent. Hein. Mais pas seulement. Il y a eu l'externalisation, c'est un peu le terme, l'externalisation de l'industrie vers la Chine. Et la Chine est maintenant, on l'a dit assez souvent, c'est l'usine du monde. Comment voulez-vous rompre brutalement avec la Chine alors que vous dépendez, y compris pour l'armement, des productions chinoises? Ça n'est Tout à pas fait. vraisemblable. Ça n'est pas vraisemblles. Je parlais des puces tout à l'heure. Hein. Bien sûr. Oui. Mais il faut savoir, par exemple que les terres rares, les terres rares qui sont très utilisées aujourd'hui dans la plupart des domaines de pointe, dans la conquête spatiale, dans les missiles balistiques, les missiles stratégiques, même les drones, et puis dans tout ce qui est satellitaire, et puis dans bien d'autres domaines. Ces terres rares, eh bien, il y en a partout. Il y en a partout, ça c'est certain, il y en a partout. Mais le seul pays, ou quasiment le seul pays, qui est capable actuellement de raffiner ces terres rares pour faire ces métaux magnétiques ou catalyseurs, hein, c'est la Chine. 90% de la production de Oui. ces métaux rares, c'est la Chine. Comment voulez-vous vous en priver? Alors, c'est possible, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Je fais une petite parenthèse. Quand M. Trump a compris ça, et c'est un homme qui est tout sauf idiot, hein, contrairement à ce que certains disent, quand il parle d'annexer le Groenland, pourquoi? Il ne le fera pas, hein, mais il n'empêche qu'il passera à un moment ou à un autre un accord avec le Danemark pour exploiter les terres rares qui sont au Groenland. L'Ukraine, c'est quoi? Là aussi, c'est des terres rares, c'est des richesses formidables. Hein, et la paix en Ukraine, qui va être imposée à Zelensky, à court terme, permettra aux États-Unis d'exploiter les terres rares et autre chose, hein, les terres agricoles et puis les industries.
Mais les terres rares, c'est l'avenir. Aujourd'hui, la clé de l'industrie moderne, la clé de l'armement, c'est la Chine qui la détient. C'est la Chine qui la détient. Donc, Mmh. euh, il est, à mon avis, impensable que dans les années qui viennent, il y ait autre chose que de la provocation, que des réactions. Tant que les États-Unis ne seront pas restaurés, parce que c'est véritablement une restauration qu'il va falloir faire, eh bien, il ne sera pas possible de mener autre chose que des opérations défensives avec la Chine. Alors, si on parle des États-Unis, les États-Unis, c'est quand même, ils sont quand même dans une situation sociale, sociétale, économique, financière, on vient de Tout à fait. l'aborder, hein, monétaire, très, très délicate, très Mmh. délicate. C'est vrai. Mmh. Hein, la population états-unienne, bah, c'est quand même quelque chose qui est très, très partagé. C'est la juxtaposition de communautés. Et ça n'est pas véritablement la juxtaposition, c'est la hiérarchisation de communautés. Au sommet, vous avez les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, hein, les héritiers des Pilgrim Fathers. Hein, et puis, vous avez les Blancs qui sont désormais minoritaires dans les 310 ou 320 millions d'habitants. Ils sont 142 millions. Hein. Sinon, vous avez toutes sortes de communautés et les intérêts de ces communautés ne sont pas Mais, identiques. mais mon général aussi, excusez-moi, concernant justement, vous parliez du fait que la Chine pourrait devenir la première puissance mondiale. Est-ce que les États-Unis, qui ont certainement la même vue que vous, par panique et pour éviter de perdre leur hégémonie de fait mondiale, s'ils laissent couler, ils savent très bien qu'ils vont se faire doubler par la Chine inévitablement et par un effet de panique, on va dire à la Trump, hein, qui pourrait faire un peu n'importe quoi, pour éviter de perdre cette hégémonie face à tout et n'importe quoi, avant que la Chine ne devienne absolument invincible. Alors, vous avez raison de poser cette question. Je pense que jusqu'à Biden, il y avait une collusion entre l'État profond. L'État profond, c'est le lobby militaro-industriel, c'est les banques, c'est les fonds de pension qui étaient en harmonie avec la volonté des démocrates d'imposer le système états-unien au monde entier. C'était la volonté hégémonique. Sans regarder la situation interne des États-Unis. Ils ont, je crois, à tort considéré que la position des États-Unis ils étaient invulnérables et que ça pouvait durer, même étendre au monde entier l'American Way of Life, donc arriver à terme à un gouvernement mondial qui était l'option des financiers dont Rockefeller avait parlé à un moment, en 91. Rockefeller avait dit, enfin, on peut dire clairement que le monde doit être dirigé par les banquiers. Donc, jusqu'à l'arrivée de Trump, on était sur cette position. Je crois que Trump, pendant les 4 ans qu'il a passé en dehors finalement du gouvernement des États-Unis, a réfléchi à la chose. Il avait commencé dans son premier mandat à modifier le cours des relations internationales, mais il n'avait pas eu le temps de concrétiser. Et avec une équipe de penseurs, de gens qui sont des réalistes, hein, il a mis au point ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas par hasard, c'est pas de la brutalité ou de la comment dire ou de la volonté de paraître si il a pris en quelques semaines des dizaines et des dizaines de décrets. Tout était préparé, c'est évident. C'est évident. Et alors, sa politique, elle suit ce constat.
les États-Unis ne sont plus en position de force. Donc il faut rejeter cette vision hégémonique, cette vision impérialiste, parce elle risque d'amener les États-Unis au désastre. Il vaut mieux se replier sur soi, se reconstituer, se restaurer, se réparer, avant peut-être, dans un avenir incertain, de reprendre une politique un peu plus, comment dire, un peu plus marquée. Et là, on voit cette volonté par les États-Unis eux-mêmes de mettre un terme à l'État profond, qui était en conjugaison avec le gouvernement des États-Unis, et à se replier sur les États-Unis eux-mêmes. C'est une politique qui a été souvent, dans le passé, une politique isolationniste, la politique des États-Unis. Monroe, c'était pas autre chose que s'intéresser au continent américain. Donc, je crois que les États-Unis, et ça aussi, vous savez, ce constat fait par Trump milite pour le fait que la guerre telle que vous l'imaginiez au début de notre conversation avec la Chine ne se fera pas. Il faut réparer les États-Unis. Et il faut également... bon, il y a toujours la volonté d'être une nation importante, elle le sera. Mais il faut que cette importance s'appuie sur des réalités. Donc, le dollar va être probablement à un moment ou un autre dévalué parce qu'il y a tellement de dollars dans le monde et chaque fois qu'il y a des dollars, c'est finalement une dette des États-Unis, hein, quelque part. Donc, il va s'agir de revoir le système monétaire et puis de ramener des industries dans la mesure du possible. Évidemment, tout cela va poser des problèmes considérables parce que quand vous mettez des droits de douane avec la Chine, justement, de 125 à 130 ou 140% sur un certain nombre de produits, si c'est sur des jouets, c'est pas grave, hein, mais si c'est sur des biens essentiels, alors là, c'est la population des États-Unis qui va en pâtir. Mais ça, Trump l'a parfaitement compris et il considère que la brutalité de la chose va stimuler l'imagination et l'esprit d'entreprise. Bon. C'est à la fois vrai et faux, parce qu'il faut du temps. Il faut du temps pour rétablir une économie, pour rétablir une industrie. On voit bien, nous, en France, les difficultés que nous avons à rapatrier nos industries. Hein. C'est évident. Et puis, aux États-Unis, comme en France, comme en Europe, comme en Occident plus généralement, en s'étant déchargé sur la Chine de production industrielle de plus en plus sophistiquée, on a perdu la compétence. On a perdu la compétence. Il va falloir retrouver ces compétences. Et ce n'est pas du jour au lendemain, bien sûr. Vous avez je prends un exemple en France. Nous avons toujours une puissance industrielle en matière nucléaire, mais la politique erratique qui a été conduite ces dernières années a fait que on n'a plus construit de centrales nucléaires et que les ingénieurs les plus compétents, les plus qualifiés, donc les plus anciens souvent, sont partis à la retraite. Et c'est maintenant que l'on a enfin compris que l'industrie nucléaire était essentielle pour notre indépendance énergétique, au moins, il faut former de nouveaux ingénieurs. Aux États-Unis, c'est pareil. Et là, ça nécessite des délais. Donc, on ne peut pas
on ne peut pas imaginer que les relations entre la Chine et les États-Unis, ou plus largement l'Occident, du jour au lendemain, s'arrêtent. Ah Sinon, oui, ça serait comment dire, ça serait catastrophe. une véritable catastrophe. Donc, il va y avoir, à un moment ou à un autre, et je ne saurais pas vous dire quand, des négociations. Il va falloir se lancer dans de la formation, dans la recherche qui a été sinistrée. Donc il faut rétablir des souverainetés. Hein, il faut rétablir des souverainetés. Et les États-Unis ont parfaitement compris, les États-Unis de Trump, que la souveraineté, donc le repli sur un certain nombre de valeurs nationales, pour eux, était indispensable et que la mondialisation qu'ils avaient souhaité, qu'ils avaient voulu, était finalement quelque chose qui les desservait. Et nous-mêmes, nous devrions le comprendre assez rapidement parce que les États-Unis, en se retirant de l'affaire ukrainienne et en laissant de côté l'OTAN, ils ont amené l'État profond, vous savez, ce dont je parlais, là, le lobby financier, monétaire, banquier et armement, hein, le lobby militaro-industriel, à se replier sur l'Union européenne. Vous savez, c'est pas un hasard si l'Union européenne a imaginé 800 milliards pour une industrie d'armement. C'est une absurdité. Mais c'est aussi le fait que les États-Unis sont en train de se réorienter vers eux-mêmes. Et puis en Europe, on constate qu'il n'y a pas d'autre solution que de retrouver les souverainetés, les indépendances des pays vis-à-vis d'une organisation Mon internationale général, qui a été pardonnez-moi extrêmement le temps. importante. Oui. Très bien. Le temps passe très vite. Effectivement, c'est passionnant. On pourrait vous écouter des heures sur ces sujets-là, parce qu'on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Donc, en gros, le mot final, ça va être de dire que vous ne croyez pas du tout à une guerre avec les États-Unis et la Chine, même par le truchement de Taïwan, parce que ce serait beaucoup trop catastrophique pour les États-Unis. Je partage tout à fait votre avis, d'autant plus que les États-Unis en ce moment aident considérablement Israël avec sa guerre contre le Hamas et le Hezbollah, qu'en plus ils aident l'Ukraine et qu'ils prévoient, et oui, encore aussi comme la Chine, ils prévoient une guerre avec l'Iran. Trump a déjà menacé l'Iran de bombardement, même si c'est peu probable. Mais en tous les cas, effectivement, le Trump ou les États-Unis ne peuvent pas courir plusieurs lièvres en même temps, d'autant que la Chine ne serait pas toute seule. Il y aurait la Russie qui aiderait si la Chine était en guerre, même si elle aiderait de manière que logistique et que pour aider en arrière-cour. Éventuellement une aide directe de la Corée du Nord, qui peut-être ne se priverait pas d'aider carrément la Chine en attaquant les États-Unis ou Taïwan directement, peut-être, on ne le sait pas. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Tout ça est quand même très 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 peu probable. En tous les cas, on atteint la fin de cette émission. Vous voulez ajouter un dernier mot très vite de Oui, conclusion? alors je pense quand même que bon, s'il y a un conflit direct entre la Chine et les États-Unis n'est pas probable, le conflit indirect, lui, il est déjà engagé. Il est Tout déjà à fait. engagé. Et ça ne veut pas dire non plus, et c'est aussi dans le cadre de ce conflit indirect, qu'il n'y ait pas des opérations un peu partout. Vous savez, il y a une chose que on pourrait développer ça dans une autre émission, parce que Ah oui, parce que là, on a plus le temps. on n'a plus le temps. Mais le but des États-Unis d'aujourd'hui, c'est pas de contrôler les terres, c'est de contrôler tous les couloirs de communication, c'est les détroits, Tout à fait. tout ce qui est maritime. Bon, la Chine a fait
les routes de la soie, elle va insister là-dessus, mais c'est continental la plupart du temps. Tandis que les États-Unis, eux, en tant que puissance maritime, souhaitent contrôler tout ce qui est navigation. L'affaire du canal de Panama en est un exemple, parmi bien d'autres, tout comme la volonté de contrôler le pôle Nord, par où vont passer un certain nombre de navires à l'avenir. Donc voilà, Donc il y voilà, aura des conflits. voilà ce qu'on pouvait dire dans les mots de la fin. En tous les cas, mon général, toujours un immense plaisir de vous avoir sur cette chaîne. On apprend comme toujours énormément de choses, des détails de l'histoire et même des détails qu'on n'entend nulle part dans les grands médias. Donc heureusement qu'il y a des gens comme vous et moi afin de justement réinformer le monde. En tous les cas, merci encore, mon général, et j'espère vous retrouver une prochaine fois pour d'autres émissions passionnantes comme celle-ci. Merci encore, mon Merci à général. vous, et puis c'est toujours avec un très grand plaisir. Merci beaucoup, mon général. Au revoir. Au revoir.